Bonjour à tous. Alors, merci de votre présence pour ce nouveau Café Brousse. Alors, pour rappel, les Cafés Brousse, ça s'inscrit dans les activités du groupe de travail Pays en développement et biodiversité. C'est un temps de partage d'expériences par les membres et pour les membres qui sont enregistrés et disponibles sur la chaîne YouTube du Comité français de l'UICN. Donc, pour rappel, sur le fonctionnement, ce sont des présentations de 30 minutes environ, suivies de temps d'échange de 30 minutes. Donc, n'hésitez pas, dès maintenant, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet questions et réponses. Et sinon, à la fin des présentations de Solène et Cataline, vous pourrez lever la main et poser votre question en direct pour que ce soit un peu plus interactif. Et donc aujourd'hui, on va parler de la mesure d'impact des projets de préservation et de restauration des forêts tropicales, avec des présentations de Solène Mingui-Trouvé, qui est directrice opérationnelle d'All for Trees, et Cataline Fernout, qui est volontaire de solidarité internationale à All for Trees également. Donc All for Trees, elles vont le présenter mieux que moi, mais c'est un collectif en faveur de la préservation et de la restauration des forêts à travers le monde. Et donc, sans plus attendre, je leur passe la parole. Merci beaucoup Magali, quel teasing. Est-ce que je peux te demander de passer à la slide d'après, s'il te plaît? Et merci à tout le monde aussi d'être là. Donc c'est cool, il y a quand même du monde aussi. C'est vrai que le sujet intéresse. Alors, moi, je vais vous présenter brièvement qui on est, parce que le cœur du sujet, ça va être quand même le référentiel de mesure d'impact. Donc, je vais vous présenter qui on est et comment ce référentiel a été créé pour comprendre. Je trouve que sa structure, en fait, est plus claire quand on comprend sa genèse aussi. Et après, Cataline rentrera plus dans le vif du sujet avec la mission qu'elle coordonne depuis un peu plus d'un an, depuis le Sénégal, Madagascar et bientôt le Bénin. Alors, il y en a certains d'entre vous qui nous connaissent déjà, mais on a été créé en 2018. On est une ONG, un statut classique loi 1901, reconnu d'intérêt général. Par contre, on a la particularité d'être un collectif. On est un collectif à la fois de citoyens et d'ONG, mais qui poursuivent toutes un même but. Elles sont engagées pour préserver et restaurer les forêts à travers le monde. Et je ne sais pas si Jean-Marc, Charlotte ou Gaëtan sont connectés aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a 4 porteurs de projets qui font partie d'All for Trees. Vous voyez les logos qui sont inscrits. Donc, il y a UMI, Cœur de Forêt, Nature Évolution et Initiative Développement. Et sur ces 4 porteurs de projets, sauf erreur de ma part, il y en a 3 qui font partie de ce groupe de travail. Pour information, c'est un collectif qui est exigeant, c'est-à-dire que les personnes qui en font partie donnent beaucoup de temps au collectif. Elles ont donné du temps l'année dernière, par exemple, pour la refonte de notre projet associatif. Donc, on peut être fier aujourd'hui de dévoiler notre raison d'être, qui est les forêts sont essentielles à la préservation du vivant. Parce que le vivant, effectivement, est une énorme composante pour nous dans les évaluations d'impact qu'on mène. C'est des mots qui peuvent paraître très simples, mais de trouver un accord, en fait, pour poser cette raison d'être au sein d'un consortium, ça n'a pas été si facile que ça. Et on poursuit 3 missions principales. La première, c'est de rassembler les acteurs de terrain. Et le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, en fait, illustre complètement cet axe de rassembler et de fédérer ces acteurs. Le deuxième axe qu'on poursuit, c'est la sensibilisation des citoyens sur les enjeux de lutte contre la déforestation. Et le dernier axe qui est neuf et qui va se construire normalement cette année, c'est l'axe plaidoyer. Ça va être de plaider pour des actions ambitieuses de préservation des forêts. Et là, Magali, est-ce que je peux te demander de passer à la slide suivante? Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va vous parler du coup d'un projet qui est le projet de mesure d'impact. À All for Trees, en fait, on a construit un référentiel qui est sorti en 2022. Et moi, je vais vous présenter un petit peu dans un premier temps comment ce référentiel a été construit. En 2021 et 2022, All for Trees a coordonné avec la Maison du Monde Foundation, qui était le principal financeur de ce GT, un groupe de travail qui était composé de 13 organisations expertes. Donc, il y avait les porteurs de projets membres, mais il y avait également d'autres ONG qui étaient là en partenariat projet. Il y avait également des mécènes qui étaient présents. Donc, il y avait Maison du Monde, mais il y avait également Yves Rocher qui était là. Il y avait aussi Nature et Découverte de mémoire, et on avait également Carbone 4 qui a participé. Le but, ça a été de mettre à plat un peu les outils que chacun utilisait, de savoir s'il il y avait une utilité à construire un autre référentiel et quels seraient les objectifs qui seraient poursuivis. Donc, dans un premier temps, il y a un état des lieux qui a été fait de l'utilisation des différents systèmes d'indicateurs. Donc, c'est passé par une vaste enquête qui a eu lieu en ligne.
C'était un questionnaire, alors je ne sais plus du nombre de questions. Pour précision, moi, je ne travaillais pas encore à All for Trees à l'époque, donc je vais essayer de répondre au mieux s'il y a des questions sur cette période, mais j'avoue que Jean-Marc ou Charlotte, si vous voulez intervenir, surtout n'hésitez pas, parce qu'en 2021 et 2022, je n'étais pas là. Sur ce questionnaire, il y a 32 organisations qui ont répondu, dont 75% étaient des porteurs de projets. Et sinon, il y avait 25% de mécènes avec une prédominance quand même de fondations et de fonds de dotation. Et ça a permis de faire un état de l'utilisation des indicateurs. Donc des indicateurs à la fois de réalisation, de résultats et d'impact, des fonctions qu'ils occupaient et de comment en fait ils étaient mis en œuvre au sein des structures. Est-ce que c'était par exemple des compétences internes ou est-ce que c'était externalisé? Le but aussi, c'était d'identifier des contraintes vis-à-vis de ces indicateurs et les attentes vis-à-vis de ce groupe de travail. Pour information, il y a un rapport d'enquête assez complet qui a été rédigé pour faire un compte rendu en fait de cette enquête et il est téléchargeable gratuitement depuis notre site. Ensuite, il y a eu une deuxième phase, donc de fin 2021 à mi-2022, où il y a eu plusieurs réunions qui ont été organisées et qui a permis de poursuivre cet état des lieux de l'existant, de voir les attentes, de comparer par rapport à des référentiels internationaux qui existaient et de co-construire ce référentiel. Donc, il y a eu 5 réunions en un an et du coup, ça a donné lieu à un rapport de capitalisation que, pareil, vous pouvez télécharger gratuitement depuis notre site. Et du coup, ça a donné lieu à la construction de ce nouveau référentiel, parce que je précise que le dernier axe, le fait de porter un plaidoyer collectif, il n'a pas pu être mené complètement à terme. Et par contre, c'est l'objectif que nous, on espère porter avec All for Trees, là, cette année et les années à venir, pour en fait aller voir les mécènes et leur expliquer aussi l'importance d'adapter des financements, et notamment de financer la mesure d'impact. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Magali? Donc la première phase, ça a été, je vous le disais, de construire ce référentiel. Le référentiel, à nouveau, donc il y a 13 organisations qui ont contribué et il comporte 3 thématiques. On est vraiment sur un référentiel, j'insiste là, pour évaluer l'impact des projets de préservation et de restauration des forêts en milieu tropical. Donc tous les indicateurs dont on va parler aujourd'hui ne peuvent pas tous s'appliquer. On nous a souvent posé la question, par exemple, à des forêts tempérées, parce que certains indicateurs en termes, par exemple, d'enquête socio-économique ne s'appliqueront pas. On ne fait pas le même usage des forêts en fonction des continents. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc il y a 3 thématiques. Il y a les services écosystémiques ou fonctions écologiques de la forêt, les populations locales et les ressources et territoires. Là, on vous a mis une capture d'écran en fait de la structure des référentiels qui se fait vraiment en entonnoir. Donc, à chaque thématique correspondent des sous-thématiques avec des critères et ces critères se déclinent en indicateurs. Il y aura 2 ateliers qui sont prévus là dans les 2 semaines qui vont venir et par exemple la semaine prochaine, donc le 25 mars, on fera un focus sur tout ce qui est fonctions écologiques, c'est-à-dire les services écosystémiques, donc la biodiversité, l'eau et le sol. Je mets volontairement le climat à part parce que ce n'est pas un indicateur que nous on mesure à All for Trees. Et le deuxième atelier portera plus du coup sur les deux autres thématiques, donc population locale et ressources et territoires. Le but, c'était de vraiment montrer l'interdépendance entre ces thématiques et ne surtout pas faire l'impasse avec les critères socio-économiques qui, des fois, en fonction des bailleurs de fonds, ne sont pas toujours évalués, sauf que vraiment, on insiste beaucoup, All for Trees, sur lutter contre la déforestation dans les pays où on intervient, c'est lutter contre l'extrême pauvreté. Donc, on a vraiment essayé d'expliquer aussi à nos bailleurs de fonds que ça ne fait pas sens, en fait, de uniquement mesurer le nombre d'arbres plantés, enfin, de compter le nombre d'arbres plantés, et de absolument pas porter une évaluation sur l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Et ça, c'est justement tout le plaidoyer qu'on va essayer de construire dans les années à venir. Au total, du coup, c'est un référentiel qui se veut le plus complet possible et qui comprend 55 indicateurs. Donc là, on était vraiment sur cette phase, du coup, 2021-2022, donc phase théorique, en fait, de construction collective du référentiel. Et je pense qu'on peut saluer le travail qui était notamment fait par Jonathan, qui est le cofondateur d'All for Trees et qui a donné un nombre d'heures assez incalculable pour permettre la rédaction de ce document. Ce document, il n'est pas en open source pour l'instant. Il n'est pas en open source pour une raison simple, c'est qu'en fait, on le mettra à la disposition de toutes les ONG et de tous les mécènes qui le demanderont, une fois que la méthodologie qui va de pair sera aboutie. Et ça, c'est l'objet de la phase 2. Est-ce que tu peux me passer à la slide suivante, s'il te plaît, Magali? La phase 2, c'est donc la construction de méthodos, c'est-à-dire la phase de test sur le terrain. Parce qu'avec ce référentiel, on avait répondu à la question du quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mesure. Il fallait déjà tous se mettre d'accord et que ce soit un référentiel qui vienne du terrain et de se dire qu'est-ce qui est utile de mesurer sur le terrain pour prouver que notre projet est efficace et qu'il a de l'impact donc sur le long terme. Mais une fois qu'on a ça, ça ne nous dit pas comment on le mesure. Donc on avait répondu au quoi, maintenant il fallait qu'on réponde au comment. Et ça, c'est une phase qui a été lancée alors un peu plus tard, fin 2023.
parce qu'entre-temps, il y a eu une petite vacance de poste au niveau d'All4Trees et du coup, le projet a été un peu mis en suspens. Il a repris en 2023, où là, les 4 porteurs de projets impliqués All4Trees, donc Cœur de Forêt, UMI, Nature Évolution, Initiative, Développement, ont décidé de lancer via All4Trees une phase de terrain. Le but, ça a été de prendre ces 55 indicateurs, d'en extraire un tronc commun, c'est-à-dire des indicateurs que les 4 mesuraient ou auraient besoin de mesurer, de se dire qu'ils étaient suffisamment représentatifs de chaque famille, donc les 3 familles dont je vous ai parlé, enfin les 3 thématiques, et que les sous-thématiques puissent être représentées aussi, et qu'on allait les mesurer. On allait le faire pour un projet par membre. Donc Cœur de Forêt a choisi un projet à Madagascar, Nature Évolution a choisi un projet à Madagascar, Initiative Développement a choisi un de ses projets qui est celui au Sénégal, et UMI avait initialement choisi un projet en Colombie, et finalement ça serait un projet au Bénin. Ça c'est plus pour une question de conditions de sécurité, parce qu'il faut que Catalan puisse se rendre sur le terrain, mais aujourd'hui les VSI ne peuvent pas se rendre en Colombie dans les zones du projet qui devait être audité. Donc du coup on a changé notre fusil d'épaule, façon de parler, là en 2025, et Catalan ira plutôt au Bénin. Donc du coup, on a vraiment un projet qui est assez énorme, où en fait on implique 4 structures dans 3 pays pour auditer 4 projets. Le but, c'est de prendre ce tronc commun d'indicateurs. Donc sur les 55 dont on a parlé, il y en a entre 10 et 25 qui ont été sélectionnés. On s'est dit qu'en fait, on adapterait en fonction des fonds qu'on pouvait lever et des réalités du terrain. Et du coup, ce panel d'indicateurs va être mesuré pour chacun des 4 projets. Ça permet aussi dans 3 pays de pouvoir le faire sur des terrains qui sont différents, même si ce sont des forêts tropicales, les réalités de terrain sont toutes très différentes aussi, et ça nous permet comme ça de pouvoir construire une méthodologie qui sera vraiment la plus complète possible. Le but étant qu'à un indicateur corresponde une fiche outil, donc à un mode opératoire et un coût associé. Un coût associé, bien sûr, les coûts varient en fonction des pays, mais qu'on puisse au moins donner une idée. Ça permet de répondre aussi à la question des mécènes de combien coûte la mesure d'impact et d'expliquer sans grande surprise que ça coûte un petit peu plus que 100 ou 1000 euros. Voilà pour la genèse en tant que telle. Je voulais faire le plus concis possible aussi pour que Cataline puisse vous détailler un peu plus du coup en quoi ça a consisté. Parce que là, du coup, on a recruté Cataline début 2024 et depuis un an, elle est allée donc au Sénégal et à Madagascar en 2024. Elle y retourne cette année. Actuellement, tu es au Sénégal, Cataline, et je te remercie d'être connectée aujourd'hui. Et elle retournera à Madagascar aussi et au Bénin. Elle a pu déployer des enquêtes socio-économiques et elle a commencé à réaliser aussi des inventaires forestiers en suivant un protocole alors je ne sais plus si c'est toi ou moi qui va le décrire. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Magali? Alors, je commence juste sur cette slide-là et Catalane, si ça te va, je te laisserai prendre la suite. Là, donc, cette phase de test terrain, elle se déroule en 3 étapes. Alors, il y a plusieurs objectifs, pardon. Donc, c'est de renforcer les capacités des associations auditées. Donc là, pour l'instant, ça se cantonne aux porteurs de projets membres d'All4Trees, de valoriser la qualité des projets menés. Et j'insiste à nouveau sur ce que je vous disais au début, sur la complémentarité entre évaluer les fonctions écologiques de la forêt, donc par exemple l'évolution de la biodiversité, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie des populations locales. Et le but aussi, c'est de proposer des outils qui seraient utiles aux assos comme aux mécènes. Donc, je vous expliquais un petit peu là ce qu'elle avait fait, c'est-à-dire les relevés terrain qui ont commencé à la fois pour les enquêtes socio-économiques et les inventaires forestiers. Et ça sera prolongé en 2025. La Catalane, si ça te va, je te laisse prendre le relais pour expliquer peut-être aussi la façon dont tu procèdes avec la capitalisation des outils existants, la complémentarité bibliographique et ensuite les relevés terrain fins. Merci beaucoup, Solène, pour cette première partie et bonjour tout le monde. Alors, effectivement, moi, je vais essayer de vous expliquer en détail comment on procède sur le terrain pour opérationnaliser ce référentiel théorique qui a été élaboré ces dernières années. Alors, du coup, à chaque fois, on va suivre plusieurs étapes. Pour chaque indicateur, on capitalise sur les outils et les pratiques déjà existantes parmi les porteurs projets membres de All4Trees. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans ce travail, c'est qu'il y a une complémentarité entre les différents porteurs de projets. Certains ont l'habitude de travailler davantage sur les questions de biodiversité et ont déjà réalisé des suivis portant sur ce sujet-là. D'autres vont être... donc ça va être le cas, par exemple, notamment de UMI.
de Nature Évolution. D'autres vont être spécialistes dans les questions d'inventaire forestier ou alors les questions pédologiques. Donc ça, c'est par exemple un des cœurs de métier de cœur de forêt. Et d'autres ont davantage travaillé sur des questions liées aux ressources, aux questions économiques. Donc, par exemple, avec Initiative Développement, on a pu travailler sur les questions de bois énergie. Donc, à chaque fois, on essaie de tirer du coup on essaie de tirer profit des compétences de chacun de ces porteurs de projet, d'en faire sortir les points forts et de voir ce qui peut être répliqué et si oui, comment. Quelles adaptations seraient éventuellement à réaliser pour que ce soit aussi, que ça puisse être mis en œuvre dans d'autres contextes où il y a d'autres contraintes et d'autres impératifs. En parallèle de ce travail de capitalisation, on a également réalisé un travail de bibliographie pour voir également quelles étaient les pratiques mises en œuvre par d'autres associations, d'autres acteurs qui travaillent dans la préservation et la restauration de forêts pour s'ouvrir à d'autres possibilités. Donc, ça passe du coup, comme je disais, par un travail de bibliographie, mais également d'échanges avec des acteurs qui travaillent sur des thématiques intéressantes. Et donc ça, c'est un travail du coup qui s'est fait vraiment en échangeant de manière parallèle avec tous les acteurs de projet en même temps. Donc même si j'étais par exemple au Sénégal en début d'année dernière, on a vraiment pris le temps d'échanger avec les acteurs en Colombie, avec les acteurs à Madagascar, à distance pour pouvoir intégrer aussi leurs pratiques et leurs outils. Ensuite, la deuxième phase, du coup, consistait à élaborer des outils, des méthodologies communes. Donc là, on a pris en compte tous les enseignements de la phase de capitalisation et de bibliographie pour proposer des outils communs et la méthodologie correspondante. Donc, une première version des fiches outils dont Solène vient de parler. On a également soumis cette première version au retour des différents porteurs de projets. Donc, une fois cette première version d'un outil validé, on a procédé à une première mise en œuvre. Donc, c'était l'occasion à la fois de tester l'outil en situation réelle et puis dans des contextes très variés. On va pas sur les différents terrains, on n'a pas du tout été confronté aux mêmes réalités. Si par exemple au Sénégal, un des défis, ça a pu être tout simplement la chaleur. À Madagascar, ça a pu être l'accessibilité, entre autres. En Colombie, ça a encore été autre chose puisque c'était la question de la sécurité. Donc, dans chaque contexte, on rencontre des réalités très différentes et c'était vraiment l'occasion de mettre à l'épreuve les outils développés pour voir si on pouvait les mettre en œuvre dans des contextes différents. Ça a permis aussi, du coup, à l'occasion de trouver un équilibre entre, d'un côté, la volonté de répondre aux critères, à des exigences de qualité nécessaires, et de l'autre côté, aussi le pragmatisme, faire face aux réalités du terrain et trouver le juste milieu entre les deux. Donc voilà, et donc ça a permis du coup de tester les outils et à la suite aussi du coup sur la base de cette première expérience terrain de pouvoir améliorer encore plus cette première version des outils. Donc on est revenu un peu en arrière, on va dire, à la case élaboration des outils pour pouvoir les perfectionner. Si ça a permis de tester les outils, en même temps, cette phase de mise en œuvre a également permis d'établir une situation de référence pour les porteurs de projets. On ne peut pas toujours parler de T0 puisque la plupart des interventions étaient déjà en cours depuis un certain nombre d'années, mais au moins ça a permis d'établir la situation, de pouvoir établir la situation actuelle
et pour avoir un point de comparaison pour pouvoir établir des comparaisons par la suite. Donc ça, c'est les différentes étapes du coup qu'on a suivies et je vais, voilà, à chaque fois, alors ce qui est important de dire aussi, c'est comme Solène l'a souligné au début, c'est qu'on avait pour objectif aussi de renforcer les capacités des associations auditées. Donc ça passe par cette phase de capitalisation et la complémentarité entre les acteurs où on trouve un échange intéressant entre les différentes associations qui apportent à la fois leur expertise dans leur domaine de compétences respectives et aussi où en même temps ils bénéficient du renforcement de capacités grâce aux échanges qui sont menés. Donc c'est vraiment, ça va dans les deux sens et c'est ça qui fait aussi toute la richesse de cette mission. Sinon, ce qui est, voilà, du coup, on n'est pas forcément dans un audit externe, mais plutôt dans du renforcement de capacités où à chaque fois, on a pris le temps de construire les outils avec les équipes terrain, de les former aussi à l'utilisation des méthodologies, que ce soit la collecte, que ce soit l'analyse, pour que dans le futur, ces mesures puissent être répliquées. Puisque si on cherche à mesurer l'impact, au final, ce qu'on cherche à faire, c'est non seulement mesurer la situation actuelle, mais pouvoir aussi refaire ces mêmes mesures dans le futur pour pouvoir voir les évolutions. Et c'est là surtout que ça va être intéressant. Voilà. Donc, alors, je voudrais vous donner peut-être quelques exemples concrets de comment on a procédé, en commençant par les enquêtes socio-économiques qu'on a réalisées l'année dernière. Donc, c'est par cette partie-là qu'on a commencé. Avec, à mon arrivée au Sénégal, comme je disais, il y a eu des échanges, notamment sur les questions de bois et énergie, comment mesurer la consommation de bois, les pratiques et les quantités liées à la consommation de bois, mais aussi les questions d'évolution de revenus, voilà, donc différentes thématiques. Donc, il y a eu des échanges, donc toute une phase de développement. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé un atelier qui était à la fois un atelier de formation, mais aussi en même temps, ça a permis de recueillir les derniers retours des personnes qui allaient être amenées à réaliser, à mettre en œuvre ces enquêtes sur le terrain. Donc, c'était des volontaires forestiers, des membres du partenaire local, l'Agence régionale de développement, et donc des personnes qui qui sont vraiment sur le terrain tous les jours et qui ont pu faire une dernière amélioration du questionnaire. Suite à cela, on a commencé à mettre en œuvre le questionnaire. Donc, tout d'abord au Sénégal, on a pu faire des enquêtes auprès des 400 ménages. Puis ensuite, à Madagascar, on a fait 400 enquêtes, alors plus 100 enquêtes témoins dans le Macaï et 300 enquêtes aussi sur les autres terres. Donc, suite à cela, alors du coup, à chaque fois, on a eu des cas de figure différents. Au Sénégal, c'était du coup les équipes locales qui ont mis en œuvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors que au Sénégal, à Madagascar, c'était des prestataires pour des questions de temps, entre autres, et de disponibilité des ressources humaines. Mais on s'est quand même à chaque fois assurer qu'à des moments donnés, des personnes de l'équipe locale soient présentes pour qu'elles puissent voir aussi la mise en œuvre du processus et faire des retours. Donc, on était toujours dans cette logique de renforcement de capacité, même si parfois les enquêtes étaient mises en œuvre par des enquêteurs externes. Voilà. Ensuite, il y a eu une phase d'analyse qui là encore été collective. En bas, en bas à droite, vous voyez une photo, par exemple, d'un atelier qui a eu lieu cette année au Sénégal, où on a présenté du coup la matrice d'analyse des données et commencé avec les membres de l'équipe locale l'analyse et l'interprétation des données qui ont été collectées l'année dernière. Voilà.
Et ce qui va suivre aussi, c'est une phase de restitution. Comme vous voyez à gauche, voilà, les restitutions dans le village des résultats d'enquête, puisque c'est une étape aussi qui est essentielle pour des raisons variées, pour des raisons de redevabilité envers les populations. C'est aussi c'est aussi parce que les communautés locales ont participé à l'enquête et du coup, c'est aussi juste qu'on revienne vers eux avec les résultats de cette enquête. Et puis, ça peut être aussi utile pour les associations puisque on espère revenir plus tard dans ces mêmes villages pour réaliser des enquêtes et pouvoir comparer la situation de référence avec la situation à l'instant N plus 2 ou 3. Et du coup, ça facilitera aussi le retour ultérieur dans les villages. Donc ça, c'est par exemple tout le processus qu'on a suivi pour les enquêtes socio-économiques. Pour les inventaires, il y a quelques photos en haut. Du coup, on a commencé l'année dernière. On a commencé à faire des inventaires forestiers dans les zones de reboisement de Nature Évolution dans le Macaï. Donc, c'était vraiment un premier test des outils. Ça a permis d'apporter aussi des améliorations par la suite. Voilà, on a par exemple, pour donner 2 exemples concrets, le protocole prévoyait entre autres de mesurer la vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol à travers des tests BIRCAM. Donc ça, c'est des tests qui, en fonction du type de sol, peuvent prendre pas mal de temps et aussi qui nécessitent quand même une quantité assez importante d'eau puisqu'il faut à peu près 3 litres par test pour pouvoir mesurer cela. Alors, si on n'est pas à proximité d'une source d'eau et qu'on peut seulement se déplacer à pied ou en charrette, on se rend compte qu'on ne peut pas non plus réaliser une quantité infinie de tests et qu'il faut être réaliste. Donc, ça a permis de réaliser des ajustements par la suite. Ou encore, on a réalisé aussi ce qu'on appelle des slake tests. On immerge des petits agrégats de sol dans de l'eau pour mesurer la stabilité. On s'est rendu compte que notre grille de notation n'était pas assez sensible, ne permettait pas de faire la différence entre différents types de sols. Donc, du coup, on a aussi amélioré ça là par la suite. Et du coup, cette année, on remet en œuvre un protocole très similaire, mais amélioré au Sénégal, en intégrant toutes ces améliorations. Donc, cette année au Sénégal, on travaille entre autres avec les services des eaux et forêts et avec les volontaires forestiers de nouveau pour la mise en œuvre. Donc, vous voyez ici en haut sur les photos, vous les voyez à l'œuvre. Du coup, là encore, on a vraiment pris le temps d'expliquer le protocole, d'expliquer les enjeux de la mesure d'impact. Et l'objectif, c'est que ce même protocole puisse être répliqué par la suite. Donc ça, c'est un peu la façon dont on procède. Par la suite, on espère aussi, du coup, continuer les mesures cette année, notamment en ce qui concerne la biodiversité. On prévoit de faire le suivi de certaines espèces indicatrices pour ce qui est la biodiversité. Et on prévoit aussi de continuer un travail sur tout ce qui est suivi des impacts des filières économiques qui sont appuyées. Donc ça, c'est les sujets qui vont entre autres nous occuper cette année. Voilà, je pense que c'est un peu le processus. Je reste disponible pour répondre aussi à toutes vos questions pendant la deuxième partie de ce Café Brousse. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation. Et on va passer à la phase questions-réponses. Il y en a déjà quelques-unes. Donc déjà, j'en ai une de Gaëtan. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole et la poser en direct ou si tu préfères que je la pose moi-même.
Non, mais je peux poser la question, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc Gaëtan Ken de Bastel. Une question sur le référentiel et sur les... Je comprends qu'il y a 10 à 25 indicateurs seulement qui ont été sélectionnés pour la phase de test et de définition des méthodes, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous avez limité le nombre d'indicateurs? Est-ce que c'est parce que les autres indicateurs n'étaient pas applicables à l'ensemble des projets ou est-ce que c'est une question de coût pour effectuer les mesures? Merci. Alors un peu les deux, mon capitaine. La première raison, c'est une question de coût parce que, alors si toutes les ONG étaient multimillionnaires, je pense que ça se saurait et que lever des fonds pour l'impact, ça se saurait encore plus. Et que si vraiment on voulait faire des super inventaires de biodiversité hyper complets et toucher absolument tous les indicateurs, c'est des centaines de milliers d'euros qu'il faudrait. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai pas du tout trouvé de mécène qui accepterait de financer tout ça. Donc la première raison, elle est très clairement financière. La deuxième, c'est une question de temps aussi. C'est que si on veut prouver un peu des résultats et qu'on veut vraiment mesurer de l'impact, en fait, il y aura un gros travail de glossaire à faire aussi. C'est que ça se mesure sur du long terme. Donc, en fait, on n'avait pas non plus la capacité de lever autant de fonds sur autant de temps. Et par contre, après, l'ensemble des indicateurs pouvaient quand même globalement s'appliquer à tous. Là où j'apporte une nuance, c'est que par exemple, les indicateurs qui sont liés au bois énergie, certains porteurs de projets le font, notamment Initiative Développement, mais ça n'était pas nécessairement des indicateurs qui étaient mesurés par tous. Donc ça permet effectivement de faire ce renforcement de capacité et d'inciter certains porteurs de projets qui ne mesuraient pas tous les indicateurs, ou en tout cas le panel sélectionné, de le faire de leur côté. Donc, à la fois une question de, on ne peut pas tout mesurer pour une question de temps et d'argent. Tous les indicateurs ne s'appliquaient pas, mais ça n'a pas été un critère très restreignant parce qu'au final, ils ont quand même choisi de le faire. Est-ce que ça répond à la question? Oui, mais du coup, ça en amène une autre. Vas-y. Sur le référentiel en tant que tel, du coup, je comprends, hein, je comprends les questions financières pour appliquer. Mais alors, est-ce que sur ce référentiel, il y a eu une réflexion qui a été portée sur euh, la capacité financière de l'appliquer à terme, en fait? Je Oui. comprends que, ouais, ok. Si, ça fait partie, ça, ce qui sera décrit en plus pendant les ateliers sur Ok. justement les coûts. Le but, en fait, à chaque fois pour chaque indicateur, va être en fait de trouver la méthode aussi la moins coûteuse possible. Donc là, quand on Mm. parlait, si on voulait faire des super inventaires de biodiversité, on le sait tous, ça coûte une blinde et c'est pas possible. Par contre, on peut peut-être au moins avoir des indicateurs indirects de biodiversité, faire du relevé d'espèces indicatrices de l'état d'un écosystème. Et ça, c'est justement tout le travail que Cataline est en train de faire actuellement sur la biodiversité pour essayer de voir quel serait le plus petit dénominateur commun et surtout qu'est-ce qui serait le moins coûteux pour faire des choses qui soient pertinentes en termes de biodiversité, mais quand même accessibles à tous. Ça, je ne sais pas si Ok. tu veux compléter, Catalyte, sur la partie biodiv d'ailleurs. Non, effectivement, c'est bien ça. À chaque fois, on essaye de trouver un équilibre entre ce qu'un outil peut apporter et le coût que ça représente. Et du coup, on essaye quand même de trouver on va dire une allocation la plus rationnelle possible des ressources. Voilà, donc c'est des arbitrages à faire à chaque fois. Mais c'est possible parce que ça tient dans notre budget et le budget, il n'est pas si énorme que ça, vu que c'est quand même 4 porteurs de projets dans 3 pays. On s'en sort plutôt bien en termes d'enveloppe, donc c'est que c'est réalisable. Très bien, merci. On pourra en discuter la semaine prochaine, vu que c'est moi qui faciliterai les deux ateliers sur le suivi d'évaluation. Ça marche. Merci. Il y avait aussi une question d'Alexandra. Donc, pareil, je ne sais pas si tu veux poser ta question en direct à Solène et Catalane. Oui, je peux y aller si tu veux, Magali. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation. C'était super intéressant. Je crois que c'était toi, Solène, qui mentionnait que vous aviez aussi confronté le référentiel à des normes internationales et je me demandais justement quelles étaient ces normes. Spontanément, je pense au FSD qui sont aussi sur des normes un peu socio-économiques et le Global Biodiversity Standard. Bon, c'est plus sur des grands critères, sur des projets de reforestation et de restauration. Mais voilà, je me demandais quelles étaient ces normes internationales de bonnes pratiques sur lesquelles vous avez pu confronter votre référentiel. Alors, je vais être parfaitement transparente, je vais te lire les notes que j'avais prises en amont de la préparation de ce café brousse parce que ça, c'est tout le travail qui a été fait en 2021-2022, année où je ne travaillais pas au All for Trees. Donc là, Jean-Marc, Charlotte, si vous voulez compléter, surtout n'hésitez pas.
Mais ce que je peux te dire, moi, que j'ai relevé, du coup, dans les rapports qui avaient été construits à l'époque, il y avait moi j'ai vu 2 normes internationales qui étaient citées. Alors je sais pas si c'est des normes, ceci dit, c'est un guide qui a été cité. Il y avait le guide pour le recensement des priorités et des indicateurs pour le suivi de la restauration des forêts, donc de la FAO et du WRI. J'avais un memento aussi pour l'évaluation de l'agroécologie du CIRAD de 2019. J'ai pas vu la liste des standards internationaux qui avaient été comparés. Par contre, je sais qu'il y a eu 6 études de cas qui ont été faites après pendant les réunions, où il y a 6 ONG en fait qui ont présenté la grille d'évaluation d'impact qu'elles avaient en interne. Il y a Maison du Monde qui a présenté son référentiel. Il y avait Planète Urgence, Sylvact, Noé, Terre et Humanisme et Cœur de Forêt. Et par exemple, à titre d'exemple, ta Terre et Humanisme, sa grille d'évaluation était issue d'un travail interne, mais enrichi de plusieurs méthodologies, notamment d'un groupe de travail sur l'agroécologie et des centres d'initiative, donc les CIVAM, et d'autres, il y avait des approches qui étaient orientées changement. Il y avait la citation d'une formation qui était proposée par le F3E. Donc j'ai l'impression qu'en fait, chacun, il va un peu de son standard international, fait par une grille aussi, enfin, une grille interne alimentée par des standards internationaux dont j'ai pas la liste là aujourd'hui. Mais ce que je pensais faire, c'était passer un coup de fil à Jonathan pour qu'il puisse me détailler en fait les standards internationaux qui ont pu être comparés. Et ça, je suis désolée, j'ai pas eu le temps avant le café brousse. Mais par contre, l'approche a vraiment été de faire des études de cas sur les grilles d'évaluation d'impact qui étaient faites par 6 ONG représentatives du secteur. C'est ce que je peux te dire aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas si Charlotte, si tu es connectée, si toi, tu as un souvenir des standards internationaux qui ont notamment fait partie des premiers ateliers de capitalisation fin. Et je ne sais pas si tu es connectée aujourd'hui aussi, parce que je sais qu'elle était dans le train aujourd'hui, Charlotte, qui est directrice de Cœur de Forêt et qui est membre d'Olfortrise. Alors, pas elle les est gens connectés. connectée, mais elle a peut-être pas possibilité de prendre la parole. Le Wi-Fi du train. Donc ça, par contre, vraiment, ça, c'est quelque chose, par contre, on pourra revenir vers vous par la suite avec une liste plus précise, parce que là, en l'état actuel des choses, je suis désolée, mais en fait, c'est pas une information que j'ai. Pas de souci. Ouais, mais c'est super si on peut avoir un retour là-dessus, ce serait top. Ouais, merci beaucoup. Du coup, on a encore une question, cette fois-ci de Pierre Cyril. Donc, idem, je ne sais pas si tu veux la poser directement à Solène et Cataline. Bonjour, Pierre-Cyril Renaud du CIRAD. Je suis coordinateur du site Gabon pour le projet, le programme SWM. Je me posais la question, à moins que je me sois trompé, mais j'ai pas vu de pays du bassin du Congo dans votre panel. Or, thème de forêt, je pense qu'il y a de quoi faire ici. Donc, je voulais savoir pourquoi, et Pour éventuellement une s'il y raison. avait moyen d'y remédier. Alors, c'est pour une raison très simple, comme il y a 4 porteurs de projets All for Trees et chacun a choisi un projet dans l'ensemble des projets qu'il déploie. Et à ce jour, les 4 associations ne sont pas présentes dans le bassin du Congo. Donc, ça pouvait tout simplement pas être une zone géographique qui était sélectionnée car nous n'y intervenons pas. Parce que j'ai vu idée est au Gabon, il me semble. Alors, ils sont au Cameroun, au Tchad, au Sénégal, au Gabon. Alors ça, c'était pas à ma connaissance, mais c'est possible. Mais c'est pas le projet qu'ils ont choisi. Ils D'accord, ont ok. préféré, pour eux, ça avait plus d'impact et plus d'intérêt pour faire grandir le projet, j'imagine, d'aller chercher le projet Proder au Sénégal. Je ne sais pas si D'accord, ok. Catalan écrit le sait ça. Oui, et Initiative Développement travaille aussi sur d'autres thématiques. Donc, je sais qu'au Gabon, ils ont un projet qui est lié plutôt aux questions d'inclusion. Donc, voilà, c'est aussi ça qui peut jouer. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a l'objectif d'aller sur des pays très forestiers? Ça pourrait être par la suite, effectivement, une fois que la méthodologie serait plus complète et terminée. Là, je pense qu'on va terminer au moins cette année avec déjà les 4 projets dans les 3 pays. Mais par contre, après, pour poursuivre, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Toutes les pistes peuvent être envisagées par la suite pour compléter le travail. D'accord. Et ça doit forcément passer par l'une des 4 ONG que vous avez présentées au départ. Alors pour l'instant, c'est avec les 4 porteurs de projets membres parce que tout simplement, ils donnent énormément de temps au collectif et qui font partie d'All for Trees. Après, toutes les associations sont les bienvenues pour éventuellement nous rejoindre et puis contribuer à ce travail. D'accord, ok. Merci.
Ça, on pourra en rediscuter si vous voulez, on pourra prévoir un échange et en parler. Oui, oui. Nous, on n'est pas une association, mais oui, on pourra en discuter, oui. Ça marche, merci. 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 Et il y a aussi une question d'Apolline. Donc, je te laisse également la poser en direct. Bonjour. Bonjour, Merci Apolline. beaucoup. Bonjour Solène. Merci beaucoup pour la Mince, je crois que tu as des problèmes de de comprendre bien la connexion. démarche. Non, c'est mon micro qui marche pas. Mon micro, ça marche pas. Vite. Bah, si tu veux, je lis ta question. Ça sera peut-être plus simple. Désolée. Du coup, elle disait qu'elle n'était pas sûre de comprendre les méthodes d'évaluation des indicateurs testés, si c'était celles qui étaient utilisées par les associations membres d'All4Trees ou si elles avaient été développées dans le cadre du travail de Cataline. Je te laisse répondre si tu veux, Cataline. Très bien. Alors, ce sont celles développées du coup dans le cadre de cette mission, mais ces outils, ces méthodes s'inspirent des méthodes déjà utilisées par les associations. Ça veut dire qu'on part pas de zéro. Voilà, on propose des choses qui sont basées sur des méthodologies déjà mises en œuvre, mais on essaye parfois d'apporter des améliorations ou alors d'apporter des modifications de façon à que ce soit réplicable dans d'autres contextes. Voilà, j'espère que cela répond à votre question. Si tu préfères, Apolline, c'est une sorte de compromis en fait. Les 4 porteurs de projet mettent carte sur table, ils se disent, moi pour relever tel indicateur, j'utilise telle méthode, les 4 font pas pareil. Donc Cataline, elle compile tout ça, elle regarde comment chacun fait, elle essaye d'améliorer en faisant des recherches bibliographiques complémentaires, elle propose un protocole pour un indicateur et à nouveau, ce nouveau protocole, inspiré de ce qui se fait plus de recherches complémentaires, doit être à nouveau validé par les 4 membres d'All4Trees. Donc, tu es vraiment sur un travail collectif qui s'inspire de l'existant et où on va chercher des axes d'amélioration aussi. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main et à la poser directement à Solène et Cataline. Soit les gens sont très polis, soit ils ont très faim, Magali. C'est possible. J'ai encore une petite question, Solène et Catherine, c'est juste pour comprendre les prochaines étapes. Donc là, je comprends que vous êtes en phase de test. Et c'est quoi pour vous après cette phase de test passée? N'hésite pas à me compléter, Cataline. Vaste question, justement, qui fait l'objet d'échanges en conseil d'administration et en comité de pilotage avec les porteurs de projets. Là, déjà, il nous reste encore pas mal de boulot pour terminer le méthodo parce que c'est un travail énorme, en fait, et qui pourrait durer encore plusieurs années, pour être honnête. Là, déjà, on continue jusqu'en décembre 2025. La question se pose de poursuivre encore au moins sur 6 mois parce qu'il y a des protocoles, en fait, où c'est pas la bonne période, par exemple, au Sénégal, et pour faire la biodiversité, il faudrait peut-être revenir sur une 3e année après la saison des pluies pour pouvoir faire certaines choses. Donc, est-ce qu'on poursuit déjà la phase d'opérationnalisation et la construction de la méthode sur quelques mois supplémentaires? Et après, à voir si on déploie, du coup, cette méthode sera mise en open source, donc du coup, toutes les assos pourront s'en emparer. La question, c'est est-ce que du coup, nous aussi, on en fait une expertise qu'on peut déléguer à certaines structures et qu'on aille nous-mêmes éventuellement faire... Alors, audit avec des guillemets, comme dit Catalan, l'idée, c'est pas d'imposer des choses, c'est plus de faire du renforcement de capacité, de la proposition constructive aussi d'ONG à ONG. Est-ce que du coup, par rapport à certains mécènes, ça peut les intéresser et on travaille tous ensemble? Là, la phase 3, au niveau de ce référentiel, une fois qu'il sera en open source, elle va être à déterminer au sein du collectif, en tout cas. Merci. Pourquoi pas Super, avec merci une offre Solène. de formation. Ouais. Enfin voilà, il y a plusieurs offres, Ouais, plusieurs ouais. possibilités qui sont en cours d'exploration. Merci. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions à poser. Je prends juste la parole, Magali. C'est donc Jean-Marc Sivière de UMI. On a participé au travail collectif. Je voulais apporter une précision à Gaëtan, enfin en tout cas une petite information, excusez-moi, c'est mon chat. On a évalué
la mesure des impacts sur la biodiversité pour notre projet en Colombie à environ 300 000 € par an. Si on veut vraiment bien le faire, c'est à peu près ce coût-là. Donc, c'est complètement disproportionné par rapport à nos ressources. Et c'est ce qui explique aussi qu'on est en obligation de faire des choix et qu'on ne peut pas travailler sur tous les indicateurs dans toutes les zones. Il y a un vrai problème de trouver la juste mesure, la bonne proportion entre les fonds qui sont mis sur la réalisation du projet et également les fonds qui sont mis sur la mesure des impacts du projet. Et ça, c'est pas facile. Je pense qu'on aura sans doute plus d'informations dans les années futures. Déjà, il doit y avoir une sensibilisation qui doit être faite auprès des mécènes, parce que si personne paye ça, on aura du mal à le financer nous-mêmes avec nos fonds propres. Et à partir de ça, il y aura sans doute une évolution de la globalité du secteur pour essayer de trouver la meilleure façon possible de pouvoir mesurer les impacts. C'est fondamental. Hein. Si on ne mesure pas les impacts, pour moi, c'est compliqué. On peut aussi se faire plaisir en pensant que le projet il est bon, il va dans la bonne direction, mais tant qu'on n'a pas les outils de mesure précis qui sont mis en place et qu'on ne mesure pas précisément ce qui donne lieu à une synthèse, je pense qu'on risque de se tromper dans certaines zones. Voilà. De petites choses que je voulais rajouter. Et également aussi, j'en profite pour féliciter Cataline parce qu'elle a travaillé dans des conditions pas toujours faciles, vraiment sur le terrain. Je connais une partie des zones dans lesquelles elle est intervenue, c'est très compliqué. Et d'avoir réussi à faire tout ce travail collaboratif aussi avec les 4 porteurs de projets, c'est pas évident. Hein. Donc on a eu beaucoup d'échanges entre nous. Je pense qu'on était aussi contents d'échanger entre nous et que tout ce qu'on a pu dire les uns sur les autres, ça nous a déjà ça a amélioré nos pratiques, je pense. En tout cas, ça nous a ouvert l'esprit parfois sur certains indicateurs qu'on ne prenait pas en charge et sur des bonnes pratiques qu'on ne mettait pas en application. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Jean-Marc pour ces compléments. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce Café Brousse. Je vous rappelle qu'il y a un atelier de partage d'expérience sur les outils de suivi et évaluation pour les membres du groupe de travail qui va être organisé en 2 sessions, donc la semaine prochaine, mardi après-midi, et la semaine suivante, le 1er avril, mardi après-midi également, sur lequel on parlera encore une fois des référentiels d'Olfortrees avec une scission entre la partie fonction écologique et la partie développement économique des populations, donc, et qui sera plus axée sur les avantages, inconvénients de ce référentiel et sa prise en main opérationnelle. Donc avec plaisir pour vous y voir lors de cet atelier. Et ensuite, le replay de ce Café Brousse sera disponible donc, sur la chaîne YouTube du Comité français et partagé dans la lettre d'actualité biodiversité et développement qui paraîtra à la fin du mois. Donc, merci encore spécialement Solène et Cataline pour cette présentation et à vous tous pour votre participation. Et si je peux me permettre, excuse-moi Magali, je vois qu'il y a un petit message de Lisa. Moi, j'aimerais à titre perso remercier chaleureusement Maison du Monde qui nous soutient depuis le début en fait sur ce projet. Il n'y a pas beaucoup de mécènes qui sont vraiment engagés, qui sont prêts à financer ce type de renforcement de capacité et d'outils de structuration des ONG. C'est une vraie valeur ajoutée sur le terrain. Donc, je pense qu'on peut remercier à la fois tous ceux qui contribuent et tous ceux qui soutiennent financièrement aussi ce type de projet. Merci Solène et bravo pour la présentation qui était très claire. Bon, je mets ma caméra pour la clôture de Café Brousse. Et oui, en fait, pour nous, c'est un sujet évidemment qui nous intéresse parce que nous aussi, on trouve que c'est hyper intéressant l'évaluation d'impact. Ça permet de prendre de la hauteur, ça initie tout un dialogue partenarial qui nous permet aussi d'adapter nos fonds aux besoins des projets. Et c'est assez engageant aussi pour nous de se dire, et on le fait surtout pour les porteurs de projets, pour faire émerger ce sujet. Donc voilà, c'est un plaidoyer qu'on essaie de porter aussi auprès des autres mécènes parce qu'effectivement, c'est pas un sujet facile, c'est un sujet de recherche et voilà, qui est difficile à faire financer, mais on est ravis de soutenir Olfortrees dans ce travail de très haute qualité. Voilà. Merci Lisa. Donc merci beaucoup pour l'organisation de ce Café Brousse qui était vraiment passionnant. Merci à tous et du coup, je vous souhaite un bon appétit. J'imagine que vous avez tous faim et on fera un prochain Café Brousse dans le prochain trimestre. Merci à tous beaucoup d'avoir participé.
Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne Merci journée, au revoir. beaucoup. Merci, Au revoir. c'était hyper intéressant. Au revoir.